Automne 1943. Le nord de la France. La pluie balayait un terrain d'entraînement allemand près de Chartres. Sous un ciel d'acier gris, un groupe de soldats de la Wehrmacht se rassemblait autour d'une arme américaine capturée un long tube étroit peint en vert olive. Elle paraissait ridiculement simple, presque comme un jouet d'enfant oublié dans la boue. L'officier qui dirigeait la démonstration, le Hauptmann Franz Keller, la souleva avec un rictus ironique. « Voilà donc ce que les Américains osent opposer à nos panzers » lança-t-il en tapotant le flanc du tube avec son gant. Un tuyau rempli de feux d'artifice. Un rire bref, nerveux, parcourut les rangs. À cet instant, l'armée allemande se croyait invulnérable. Ses chars Tiger et Panther dominaient les plaines de l'Est et les routes de France, incarnant la toute-puissance du Reich. À leurs yeux, cette arme frêle et primitive, surnommée bazooka, ne représentait qu'une curiosité d'ingénieur, un gadget d'infanterie bon à effrayer les enfants. Keller lui-même n'y voyait qu'un symbole du désespoir ennemi. La victoire paraissait acquise, et la guerre presque gagnée. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Pourtant, quelque chose dans la simplicité de ce tube le dérangeait. D'après le manuel anglais traduit par l'intendance, il s'agissait d'un lance-roquette anti-char sans recul, tirant une ogive à charge creuse, capable de percer les blindages les plus épais. Keller fronça les sourcils en lisant la mention. Pouvoir de pénétration estimé à 120 mm à une distance de 140 mètres. C'était absurde, pensait-il. Rien d'aussi petit ne pouvait menacer l'acier trempé de ses panzers. Il ordonna que l'on dispose une vieille voiture détruite à quelques dizaines de mètres. Les hommes reculèrent, certains moqueurs, d'autres curieux. Keller prit une inspiration, cala le tube sur son épaule, visa, puis appuya sur la détente. Un éclair aveuglant fendit la pluie. Un sifflement aigu brisa le silence. Une explosion tonitruante déchira le véhicule en deux, projetant des éclats de métal incandescent dans les airs. La terre trembla. Le rire s'éteignit net. Seul le souffle de la fumée subsista, roulant lentement entre les bottes trempées des soldats. Keller resta immobile, bouche entr'ouverte, alors que le vent rabattait vers lui une odeur de métal brûlé. Les tôles de la voiture, arrachées, s'étaient ouvertes comme une fleur en fusion. L'un des soldats, les yeux écarquillés, murmura d'une voix blanche. « Herr Hauptmann, ça a traversé comme du beurre. » Un long silence s'installa. Même les oiseaux semblaient s'être tus. Keller abaissa lentement le tube, observant l'arme comme si elle venait de le trahir. L'ironie avait quitté son visage. Ses lèvres bougèrent à peine lorsqu'il ordonna. « Faites venir les ingénieurs. Nous devons comprendre ce que c'est. » Dans l'après-midi, le rapport officiel mentionna un dispositif ennemi d'une efficacité inattendue, reposant sur le principe d'un jet de métal fondu sous pression. Ce jour-là, la Wehrmacht cessa de rire. L'arrogance du fer venait de rencontrer la ruse du feu. Pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche, dans les champs boueux du Devon et du Sussex, de jeunes soldats américains s'entraînaient à manier cette étrange invention que les Allemands venaient de redécouvrir à leurs dépens. Parmi eux, certains n'avaient pas plus de 20 ans. Leur visage était marqué par la peur, mais aussi par une curiosité têtue. Les instructeurs leur criaient des ordres dans le vent. Tenez fermement le tube. Ne restez jamais derrière. Les roquettes partaient en sifflement, projetant derrière elles un souffle brûlant qui noircissait les bottes. À chaque tir réussi, les hommes s'échangeaient un regard d'incrédulité. La rumeur courait déjà. Cette arme pouvait stopper un char à plus de 100 mètres. Personne n'y croyait vraiment pas encore, mais dans les hangars du génie militaire, les ingénieurs américains savaient ce qu'ils tenaient. Le Moon Bazooka n'était pas seulement un lance-roquette. C'était une révolution silencieuse. Son secret reposait sur la charge creuse, une idée née dans les laboratoires suisses et perfectionnée dans le secret des arsenaux. Au lieu de briser le blindage par la force brute, elle le perçait en le faisant fondre. Une minuscule cavité conique, doublée de cuivre, concentrait l'énergie de l'explosion en un jet de métal incandescent capable de transpercer l'acier le plus dur. L'arme, légère et sans recul, donnait à un simple fantassin le
pouvoir autrefois réservé à un canon. Pour la première fois, un soldat pouvait affronter un char seul et gagner. C'était une promesse terrifiante, mais aussi libératrice. Dans les tavernes de Portsmouth, on disait déjà que les bazookas mèneraient les anges gardiens de l'infanterie lors du grand débarquement à venir. À Berlin, les officiers de la Wehrmacht analysaient les débris retrouvés à Chartres. Les ingénieurs du Heereswaffenamt démontèrent le tube américain pièce par pièce. L'un d'eux, le docteur Erich Stumpf, nota dans son rapport: l'arme paraît primitive, mais son efficacité repose sur un concept nouveau et extrêmement dangereux. Elle pourrait inverser l'équilibre tactique si largement déployée. Keller lut ce rapport en silence, les mâchoires serrées. Il comprit que quelque chose venait de basculer. Quelques jours plus tard, il assista à un second essai, cette fois sur un vieux blindé français abandonné près du champ de tir. Le projectile fit un trou net dans le flanc du char, laissant une marque ronde, lisse, d'à peine quelques centimètres. En ouvrant la trappe, on découvrit l'intérieur calciné, les parois lustrées par la chaleur. Keller détourna le regard. L'un de ses lieutenants murmura: « S'ils en ont des milliers, la guerre changera de visage. » Keller ne répondit pas. Dans son esprit, il revoyait les visages rieurs de ces hommes quelques jours plus tôt. La guerre, songeait Athéil, avait toujours puni ceux qui riaient trop fort avant la tempête. Ce soir-là, il rentra dans sa baraque, trempé, l'arme toujours posée sur la table. Il la observa longuement sous la lampe à pétrole. Ce n'était qu'un tube, un ressort, un fil électrique et un peu de poudre, mais dans cette simplicité résidait un danger que même les plus grands ingénieurs du Reich n'avaient pas anticipé. Il comprit soudain que la guerre moderne ne se gagnerait plus par la taille des canons, mais par l'intelligence de la conception. Dehors, la pluie tomba plus fort, effaçant les traces de pneus et de pas dans la boue. Le camp s'assoupit. Keller ferma les yeux un instant, écoutant le vent, songeant à l'ennemi invisible de l'autre côté de la mer. Il imagina ces jeunes soldats qui, à cet instant même, apprenaient à tirer avec cette arme maudite. Il savait qu'il viendrait bientôt. Et lorsqu'il viendrait, chaque rire qu'il avait entendu aujourd'hui résonnerait comme une erreur, car l'arme que l'on avait méprisée venait de prouver qu'elle pouvait transpercer non seulement l'acier, mais aussi la certitude allemande. Le bazooka, fragile et bruyant, portait en lui une leçon que l'histoire retiendrait. Dans la guerre, ce ne sont pas toujours les géants de fer qui triomphent, mais parfois ceux qui savent transformer un simple tube en tonnerre. Et tandis que la pluie continuait de frapper le toit de tôle, Keller murmura pour lui-même: « Peut être que la peur, cette fois, changera de camp. » Printemps 1944. Le vent humide du Devon portait l'odeur âcre de l'huile d'arme et celle, plus subtile, de la peur. Sur un terrain d'entraînement détrempé, les hommes de la 29e division d'infanterie s'alignaient en silence, les bottes enfoncées dans la boue anglaise. Parmi eux, le soldat Jack Murphy observait l'étrange tube que le sergent tenait entre ses mains. Long, vert olive, avec un fil électrique et un viseur rudimentaire, il ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu. Pour Jack, ce n'était pas une arme, c'était un pari hasardeux contre la mort. Jack avait 22 ans, un garçon des fermes de l'Ohio, habitué à la pluie, à la poussière, aux moteurs de tracteurs, pas aux blindés de guerre. Il n'avait jamais mis les pieds en Europe, et encore moins affronté un char allemand. Autour de lui, les visages étaient jeunes, fatigués, certains à peine, rasés. Le sergent, un vétéran râblé au ton sec, brandit le tube comme un trophée. « Messieurs, voici votre nouveau meilleur ami, » aboyaté. Le lance-roquette Munaun, surnommé Bazooka. Il abat des chars, des camions, des bunkers, à condition que vous les touchiez. Un rire nerveux parcourut les rangs. Jack se pencha vers son camarade, Tommy Walsh, un Irlandais au sourire trop large pour les temps qu'il vivait. « On dirait un tuyau de poêle, ton truc, » murmura-t-il. Tommy répondit du tac au tac. « Tant qu'il grille les boches aussi bien que ma mère grille ses haricots, moi ça me va. » Les deux éclatèrent de rire, mais sans joie. Sous leur rire, il y avait le doute celui que partagent les hommes avant l'inconnu. Personne n'avait confiance dans cette arme. Trop lourde, trop encombrante.
Le câble d'allumage se coinçait, les roquettes rataient souvent leur cible ou explosaient à mi-chemin. Certains disaient que c'était plus dangereux pour celui qui tirait que pour l'ennemi. Le sergent, lui, se contentait de hausser les épaules. C'est ça ou rien. Alors priez pour que ça fonctionne. Les jours d'entraînement passaient dans un mélange de lassitude et d'appréhension. Jack passa des heures à charger, viser, tirer, puis nettoyer le bazooka sous la pluie froide. Il détestait chaque minute passée avec cette chose. Ses épaules lui faisaient mal, ses mains sentaient la poudre brûlée, et ses nerfs étaient à vif. Mais, peu à peu, il commença à comprendre la logique de cette arme. Un tir bien placé, à bonne distance, et même un monstre d'acier pouvait tomber. Le sergent répétait sans cesse. À moins de 150 mètres, vous avez une chance. Au-delà, priez le ciel. Jack n'avait pas de religion, mais il commença à murmurer des prières à chaque exercice. Le soir, dans les baraquements, les hommes parlaient des chars allemands comme d'animaux mythiques. Le Tiger, le Panther, le Panzer. Des noms qui faisaient trembler même les plus braves. On racontait que leurs obus pouvaient traverser un mur entier avant de s'arrêter. Le bazooka, en comparaison, paraissait être une blague. Puis vint le mois de juin. L'ordre tomba comme la pluie, départ imminent pour la France. On leur remit des brassards, des rations, des photos de reconnaissance. Personne ne parlait beaucoup. Le soir du 5 juin, Jack écrivit une lettre à sa mère. « Si jamais je ne reviens pas, dis à papa que j'ai fait de mon mieux, et dis à Tommy que les haricots de ta soupe me manquent déjà. » Il plia la lettre avec soin et la glissa dans la poche de sa veste. L'aube du 6 juin 1944 se leva sur une mer grise et furieuse. Les barges d'assaut bondissaient sur les vagues, vomissant des hommes trempés, verts de peur. Jack serrait son bazooka contre lui comme un enfant serrerait une poupée. Tommy, à côté de lui, tenta de plaisanter. « Eh bien, voilà ton poil à haricots, Murphy. » Mais sa voix tremblait. Le sergent criait par-dessus le rugissement des moteurs. « À l'impact, couvrez-vous, sortez vite du bateau, et gardez vos armes sèches. » La rampe s'abaissa. L'enfer se déchaîna. Des balles ricochaient sur les coques, des obus éclataient dans l'eau, des cris se mêlaient au grondement des vagues. Jack plongea dans la mer glacée, son bazooka au-dessus de la tête. Il peinait à respirer, à avancer. Autour de lui, des silhouettes tombaient, happées par la mer ou le feu. Il atteignait la plage, haletant, couvert de sable et de sang. À quelques mètres, un Panzerkart apparut sur la crête d'une dune, sa tourelle pivotant lentement. Le canon cracha une flamme orange, le sol vibra. Jack sentit la peur lui broyer les tripes. Les mitrailleuses allemandes déchiraient la plage. Les soldats américains se plaquaient contre le sol, impuissants. Et là, dans cette tempête de feu, Jack vit le sergent s'effondrer, le bazooka glissant de ses mains. Il n'eut pas le temps de réfléchir. Il ramassa l'arme, la chargea avec une roquette récupérée dans le sac d'un camarade tombé. Ses mains tremblaient, ses oreilles sifflaient, mais son corps bougeait tout seul. Il rampa jusqu'à un obstacle de fer, se mit à genoux, visa. À travers la mire, il vit la bête d'acier approcher, ses chenilles écrasant tout sur leur passage. Il inspira, une fois, puis pressa la détente. Un souffle sec, un éclair. La roquette fila, traçant une ligne blanche dans la brume. Elle toucha le flanc du Panzer, juste sous la tourelle. Une seconde plus tard, une boule de feu éclata, projetant la tourelle dans les airs. Les soldats alentour crièrent, certains en riant, d'autres en pleurant. Jack resta figé, incapable de croire ce qu'il venait de faire. Le bazooka, cette arme qu'il avait méprisée, venait de lui sauver la vie. Le bruit de l'explosion résonna encore longtemps dans sa tête. Il jeta un coup d'œil à Tommy, étendu derrière un rocher, le visage noirci mais vivant. Tommy leva le pouce et cria « Hé, Murphy, dis à ta mère que ton poêle fonctionne. » Jack éclata de rire, un rire nerveux, presque fou. Ce jour-là, le jeune fermier de l'Ohio devint soldat, et le bazooka, objet de moquerie et de méfiance, devint le symbole d'une promesse tenue.
donner à l'homme ordinaire une chance contre la machine de guerre. Quand la bataille d'Omaha se termina, Jack s'assit sur la plage jonchée de débris, le tube vide posé sur ses genoux. Autour de lui, les vagues ramenaient des casques, des planches, des lettres. Le ciel se dégageait lentement, teinté d'un bleu fragile. Dans le silence brisé seulement par les cris lointains des blessés, il comprit que quelque chose avait changé pas seulement la guerre, mais lui-même. Il posa la main sur le métal froid du bazooka et murmura « Je te fais confiance maintenant. » La mer était rouge ce matin-là, rouge de sang, de rouille et de colère. Les vagues déferlaient avec une lenteur sinistre, ramenant vers la plage des casques, des fusils et des corps sans nom. Le ciel, noyé de brume et de fumée, semblait pleurer sur les hommes qui tentaient de survivre à l'enfer. Jack Murphy sentit le sable humide coller à son visage, tandis qu'il rampa, haletant, le cœur battant au rythme d'un tambour invisible. Sa section venait de débarquer près du secteur Dog Green, l'un des plus meurtriers de toute la plage d'Omaha. À peine avait-il posé le pied sur le sable que les mitrailleuses allemandes s'étaient déchaînées, hachant l'air et l'eau. Les balles ricochaient sur les obstacles tchèques, ces hérissons de fer plantés dans la mer. Les cris des blessés se mêlaient au rugissement des canons. L'odeur du sel, de la poudre et du sang formait un parfum de cauchemar. Jack se plaqua derrière un morceau de métal tordu, serrant son fusil contre sa poitrine. Autour de lui, la compagnie se dispersait, cherchant un abri dérisoire dans cette tempête de feu. Puis, une voix tonna au milieu du vacarme. « Équipe bazooka en avant !» C'était le lieutenant, le visage couvert de boue, la main tendue vers eux. Jack leva la tête, croisa le regard de Tommy, son camarade, qui portait le sac de roquettes sur son dos. Sans un mot, ils rampèrent, pouce après pouce, entre les cratères et les cadavres. La plage semblait interminable. Chaque mètre gagné coûtait une éternité. Les balles sifflaient si près que Jack sentait l'air chaud de leur passage. Il priait sans y croire, répétant dans sa tête « Pas maintenant, pas encore ». Lorsqu'ils atteignirent enfin une petite dune, ils se laissèrent tomber derrière, haletant. Tommy ouvrit le sac, sortit une roquette, la main tremblante. Et c'est alors que le son se fit entendre, un grondement sourd, profond, mécanique. C'était un son qu'ils redoutaient, tous. Le rugissement d'un moteur allemand. À travers la fumée, une silhouette sombre apparut. Un Panzercar, avançant lentement, majestueux et implacable. Sa tourelle pivotait comme l'œil d'un monstre cherchant sa proie. Chaque cliquetis de chenilles résonnait dans le ventre de Jack. Les fusils américains tiraient désespérément, mais les balles ricochaient sur le blindage sans effet, comme des gouttes de pluie sur du granit. « Murphy !» cria Tommy, la voix cassée par la peur. « Tire, bon sang !» Jack sentit sa gorge se serrer. Le char n'était qu'à 150 mètres la distance parfaite, à condition que l'arme fonctionne. Il attrapa le bazooka, le cala sur son épaule, glissa la roquette dans le tube. Ses doigts tremblaient si fort qu'il faillit lâcher le câble de mise à feu. Le bruit des obus qui éclataient autour de lui le rendait presque sourd. Il visa la masse d'acier à travers la fumée et murmura « S'il te plaît, ne rate pas. » Il pressa la détente. Un éclair jaillit, déchirant la brume. La roquette fila, traçant dans l'air une ligne blanche éblouissante. Pendant une fraction de seconde, tout sembla se figer, puis vint l'impact, sec, précis, au centre de la tourelle. Un silence irréel suivit. Même le vent sembla retenir son souffle. Puis l'enfer se rouvrit. Une explosion, violente, immense, fit éclater le char comme une boîte de conserve. La tourelle sauta dans les airs avant de retomber lourdement sur le sable. Une gerbe de feu et de fumée s'éleva dans le ciel gris. Les soldats autour de Jack se mirent à crier, à rire, à hurler de soulagement. Tommy tapa du poing sur son épaule, éclatant de rire malgré les larmes qui lui montaient aux yeux. « T'as vu ça, Murphy? Le tuyau de poêle marche, bon sang. » Jack resta muet un instant, le souffle court, fixant le brasier qui dévorait le Panzer. Il venait de survivre. Mieux encore, il venait de vaincre. La peur laissa place à une chaleur étrange. Un mélange de fierté et d'incrédulité. Pour la première fois de la journée, Jack crut vraiment que c'était possible. Tenir cette plage, avancer,
repousser les monstres de fer. Le bazooka, cette arme qu'ils avaient raillée, venait de leur offrir une chance. Autour d'eux, la bataille continuait. Les explosions secouaient encore le rivage, mais quelque chose avait changé. L'infanterie reprenait courage. Les hommes se levaient, criaient, avançaient mètre par mètre. Chaque tir, chaque pas semblait dire « on peut le faire ». Jack rechargea, prêt à tirer de nouveau. Il sentait la peur reculer, remplacée par une énergie nouvelle. Le bazooka n'était plus un pari, mais une promesse tenue. Le lieutenant arriva en courant, couvert de sable, le visage noirci. « Beau tir, Murphy !» cria-t-il en le tapant dans le dos. « Vous venez de sauver tout un peloton. Continuez à avancer, les autres suivent. » Jack hocha la tête sans répondre. Son regard se posa sur le ciel, où la fumée se mêlait aux nuages. Dans ce chaos, il sentit quelque chose de plus fort que la peur. La certitude d'avoir accompli ce qu'on attendait de lui. Ils progressèrent lentement, tirant encore et encore. D'autres chars tentaient d'approcher, mais les bazookas crachaient leur feu. Chaque explosion faisait vibrer la terre. Tommy rechargeait à toute vitesse, les doigts noircis, le dos courbé. À un moment, il cria à Jack. « On n'est plus des cibles, mon frère, on les fait reculer. » Jack esquissa un sourire. Oui, pour la première fois, il n'était plus des proies. À mesure que le soleil montait, la mer perdait sa teinte rouge. Les vagues emportaient les restes de la bataille, et la plage se couvrait de fumée et de silence. Les hommes restaient immobiles, hébétés, incapables de croire qu'ils avaient survécu à l'aube d'Omaha. Jack s'assit dans le sable, le bazooka posé à côté de lui. Le tube encore chaud diffusait une légère vapeur. Tommy s'effondra à ses côtés, riant nerveusement. « Tu réalises, Murphy ?» dit-il en essuyant la suie sur son visage. « On a fait tomber un panzer avec ce fichu tuyau. » Jack hocha la tête, le regard perdu dans la mer. Il pensa à l'Ohio, aux champs tranquilles, à la pluie douce sur les toits de la ferme. Tant de distance, tant de morts, et pourtant, ici, sur ce bout de sable étranger, il avait trouvé sa vérité. Le bazooka, cet objet de doute et de moquerie, s'était transformé en symbole. Il ne représentait pas seulement la technologie ou la stratégie. Il incarnait la foi fragile de l'homme contre la machine, du courage contre la peur. Dans les mains de Jack Murphy, il avait cessé d'être un simple tube de métal. Il était devenu l'équilibre, la preuve que même face à la plus implacable des puissances, un soldat pouvait encore se battre. Alors que le bruit des armes s'éloignait, Jack murmura, presque pour lui-même, « On peut les vaincre ». La mer, à nouveau grise et calme, semblait lui répondre d'un murmure. Et dans ce silence retrouvé, le jeune homme sut que l'histoire venait de changer non pas à cause des généraux ou des chars, mais à cause d'un simple soldat, d'un simple tir, d'un simple bazooka. En août 1944, la guerre semblait enfin tourner en faveur des Alliés. Depuis le débarquement en Normandie, leur colonne progressait à travers les routes déchirées de France, avançant lentement mais inexorablement vers l'Est. Les chars américains, les convois britanniques et les troupes françaises libérées chassaient les vestiges de la Wehrmacht, épuisés, harcelés, désorganisés. Mais de l'autre côté, les Allemands n'avaient pas dit leur dernier mot. Ils avaient appris vite, avec cette rigueur glaciale qui les caractérisait. Leurs ingénieurs avaient étudié les rapports de combat, disséqué les carcasses, calcinées de leurs propres blindés, et compris enfin que le petit tube d'acier américain, ce bazooka, dont on s'était moqué l'année précédente, avait changé les règles du jeu. Dans les ateliers de Hanovre et de Cassel, les techniciens travaillaient jour et nuit pour concevoir une parade. Ils avaient inventé les Schürzen, des plaques de blindage Mintz fixées sur les flancs des Panzers et des Panthers. Ces jupes métalliques étaient censées faire exploser les charges creuses avant qu'elles ne perçant le blindage principal. Sur le papier, cela devait sauver leurs équipages. Sur le terrain, c'était une maigre consolation. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps, alors si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Le Hauptmann Franz Keller, l'homme qui, un an plus tôt, avait ri devant un bazooka capturé dans un champ d'entraînement de Chartres, ne riait plus.
Il commandait désormais un petit détachement de Panzers, en retraite, après l'effondrement du front de falaise. Les routes étaient encombrées de camions incendiés, de chevaux morts, de blindés abandonnés et de civils hagards poussant des charrettes pleines de maigres souvenirs. L'air empestait l'essence brûlée et la désillusion. Assis dans la tourelle, Keller observait le paysage défiler lentement. Son visage était marqué par la fatigue, ses yeux creusés par des nuits sans sommeil. Le vent doux portait l'odeur amère de la défaite. Ces hommes ne parlaient presque plus. L'un d'eux, le conducteur, murmura. « Ils ont transformé la campagne en terrain de chasse, Herr Hauptmann. On ne sait plus d'où vient la mort. » Keller ne répondit pas. Il savait que c'était vrai. Les Américains, avec leurs bazookas, avaient redonné aux fantassins une arme contre les monstres de métal, là où autrefois seuls les canons pouvaient. Menacer un char, désormais un simple soldat, embusqué derrière un muret suffisait. Le champ de bataille avait cessé d'être dominé par les blindés. Il appartenait à ceux qui savaient se cacher, attendre, viser juste. La colonne de Keller approchait d'un petit village dont le nom, à moitié effacé sur le panneau, semblait murmurer la fin d'un monde. Saint-Lambert. Les maisons éventrées laissaient voir des pans de murs peints, des rideaux flottant au vent, des jouets éparpillés dans la poussière. Le Panzer avançait lentement entre les décombres, chenilles crissant sur les pavés. Mouvement, à gauche, dit soudain le radio. Keller leva les yeux. Derrière un tas de gravats, quelque chose avait bougé. Peut être un civil. Peut être un éclaireur américain. Par réflexe, il donna l'ordre. Tourelle, à gauche. Visez les ruines. Le canon pivota en grinçant. Le chargeur inséra un obus. Mais avant que le tireur n'appuie sur la détente, un sifflement déchira l'air. Un éclair. Un impact. La fusée du bazooka frappa la jupe latérale du Panzer. Une boule de feu jaillit, suivie d'un nuage de fumée noire et dense. L'équipage fut secoué, le moteur toussa, gronda, puis s'éteignit dans un gémissement métallique. « Feu dans le compartiment moteur !» cria quelqu'un. Keller ouvrit la trappe supérieure. La chaleur le frappa comme un mur. Sans réfléchir, il sauta, roula sur les pavés et sentit la morsure des éclats contre sa joue. Derrière lui, son Panzer s'enflammait, la tourelle se transformant en fournaise. Il se redressa, son Luger à la main. À travers la fumée, il aperçut deux silhouettes. Deux soldats américains, jeunes, Sales, leurs uniformes maculés de boue. L'un tenait le tube de lancement sur son épaule, l'autre rechargeait calmement, sans panique. Keller visa, tira une fois, puis une deuxième. Les balles ricochèrent sur les pierres. L'Américain épaula de nouveau le bazooka. Keller eut le temps d'inspirer. Le projectile frappa un mur à quelques mètres de lui. L'explosion le projeta au sol, le couvercle de son pistolet s'arrachant de ses doigts. Quand il rouvrit les yeux, tout n'était plus que poussière blanche et silence. Autour de lui, le monde semblait figé. Il distingua vaguement la silhouette de son Panzer en flammes, penché sur le côté, puis plus rien. Seulement le vent et le crépitement des flammes. Il resta là longtemps, incapable de bouger. Dans le lointain, il entendait les bruits de la guerre s'éloigner, remplacés par le bourdonnement des avions alliés. La bataille de Normandie était perdue. L'Allemagne, pensa-t-il, ne faisait plus que retarder l'inévitable. Ce soir-là, Keller fut capturé par une patrouille américaine. Il ne résista pas. On le désarma, on lui prit son revolver, puis on le fit asseoir à l'arrière d'un camion. Il regarda ses geôliers sans haine. Ce n'étaient que des garçons. Des visages, encore jeunes, fatigués mais vivants. L'un d'eux portait le même regard que celui qu'il avait aperçu dans les ruines, calme, déterminé. Au fond de lui, Keller sentit une étrange paix. Il pensa au jour, 1 an plus tôt, où il s'était moqué de ce tube américain, où il avait ri avec ses hommes. Il revoyait le flash, le feu, la voiture explosant sous l'impact. Et maintenant, c'était lui qui avait été pris dans cette même danse de feu et de fer. Dans les mois qui suivirent, prisonnier dans un camp près de Cherbourg, il réfléchit souvent à cette ironie. Le bazooka, simple, grossier, presque primitif, avait réussi là où tant de technologies allemandes avaient échoué.
rendre la guerre humaine à nouveau, la redonner à l'homme seul face à la machine. Les ingénieurs allemands avaient toujours cru que la victoire résidait dans la perfection mécanique, dans le blindage, la puissance, la vitesse. Mais ce que le bazooka avait prouvé, c'était le contraire, qu'un peu de courage, un peu d'ingéniosité pouvait suffire à renverser l'équilibre. Quand la guerre prit fin, en mai 1945, Keller fut rapatrié dans une Allemagne en ruine. Les villes n'étaient plus que cendres, les trains ne circulaient plus, les enfants jouaient avec des douilles d'obus dans les rues. Il retrouva sa maison à Stuttgart, ou ce qu'il en restait. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait ce matin doux, la silhouette du bazooka dans les mains d'un jeune soldat américain, le feu, le bruit, puis le silence. C'était là, pensa-t-il, que la guerre avait vraiment changé. Des années plus tard, interrogé par un historien britannique, Keller sourit tristement et dit « Ce qui m'a vaincu n'était pas la machine, ni l'armée ennemie. L'idée qu'un simple homme, armé d'un tube et d'un peu de courage, pouvait renverser un empire d'acier. » Et, en prononçant ces mots, il sut qu'il venait de comprendre enfin la leçon que la guerre avait voulu lui donner. Au début de l'année 1945, la guerre avait changé de visage. L'Europe n'était plus qu'un immense champ de ruines, et le bruit des canons semblait résonner jusqu'au cœur des hommes. Partout, des villes brûlaient, des ponts s'effondraient, des familles erraient sur les routes glacées de l'hiver. Et pourtant, au milieu de ce chaos, un simple tube d'acier peint en vert olive était devenu l'un des symboles les plus puissants du conflit. Le bazooka. On le voyait partout désormais sur le front de l'Ouest, en Italie, dans les forêts enneigées des Ardennes, jusque dans les jungles étouffantes du Pacifique. Il avait évolué, perfectionné par les ingénieurs américains. Sa tête de charge, redessinée, pouvait, désormais percer jusqu'à 120 mm de blindage à une distance de 140 mètres. Pour beaucoup, c'était plus qu'une arme. C'était la preuve que l'ingéniosité humaine pouvait encore tenir tête à la machine. Mais pour le soldat Jack Murphy, du 29e régiment d'infanterie, le bazooka était devenu un fardeau. Un instrument de survie, certes, mais aussi un rappel constant du prix que la guerre exigeait de ceux qui osaient innover. L'hiver de 1945 s'abattait sur l'Allemagne comme une malédiction. Les arbres nus semblaient se tordre sous le froid, les ciels demeuraient d'un gris plombé, et la neige tombait en silence sur des villes déjà mortes. Jack et son compagnon, Tommy Walsh, avaient reçu un ordre simple: nettoyer une rue industrielle de Cologne, où un char allemand, un Tiger, avait été signalé. Ils avançaient lentement, armes serrées, entre les carcasses de tramways renversées et les stagim, façades effondrées. Chaque pas résonnait sur les pavés glacés. Le vent transportait l'odeur âcre du métal brûlé. « Là-bas » murmura Tommy, désignant une silhouette massive au bout de la rue. C'était lui, le Tiger. Cette bête d'acier que tous les soldats redoutaient. Sa tourelle tournait lentement, presque majestueuse dans sa monstruosité. Jack sentit son cœur se contracter. Il avait vu ce que ces chars pouvaient faire, comment ils pouvaient réduire un peloton entier à l'état de cendre en une seule salve. Ils se mirent à couvert derrière un mur partiellement détruit. La neige s'y accumulait en silence, mêlée de cendres et de verres brisés. Tommy sortit un obus de sa sacoche, ses doigts tremblants malgré ses gants. « On a un seul tir, dit-il. Fais que ce soit le bon. » Jack hocha la tête. Le bazooka pesait lourd sur son épaule, plus lourd qu'avant, plus lourd que la peur elle-même. Le canon du Tiger se tourna dans leur direction. L'espace d'un instant, le monde sembla suspendu. Jack prit une inspiration, visa, appuya sur la gâchette. La roquette s'élança, traçant une ligne de feu dans l'air. Elle frappa le bas de la plaque frontale du char, éclatant dans un bruit assourdissant. Un flash aveuglant illumina la rue. Puis, plus rien. Juste de la fumée. Pas d'explosion. Pas de flamme. « Non » murmura Tommy. Le Tiger, intact, pivota lentement. Le rugissement de son moteur emplit l'air,
puis le tonnerre de son canon déchira le silence. L'obus frappa le mur juste devant eux, la déflagration projeta Jack en arrière. Il sentit le souffle lui couper la poitrine. Ses oreilles bourdonnaient, sa vision vacillait. Aucune réponse. Rampant à travers les décombres, Jack atteignit l'endroit où son ami se tenait quelques instants plus tôt. Il n'y trouva que du sang, des pierres et un morceau de tissu arraché. Le bazooka gisait non loin, fendu en deux, fumant encore. Le monde sembla s'arrêter. Jack sentit quelque chose se briser en lui. Tout ce qu'il avait cru le courage, la camaraderie, la victoire s'effondra d'un coup. Il voulut jeter cette arme maudite, hurler, fuir. Mais il n'y avait nulle part où aller. Au loin, le Tiger avançait de nouveau. Lentement, implacablement, le monstre d'acier approchait, sa tourelle pivotant à la recherche d'une autre proie. Jack se força à se relever. Ses mains tremblaient, son visage couvert de suie et de larmes gelées. Il aperçut, à moitié enfoui dans la boue, un autre projectile. Il le ramassa, inspecta le tube brisé, puis vit qu'une section pouvait encore fonctionner. Une dernière fois, murmura-t-il. Il se remit en position, genoux à terre, visant à travers les ruines. Il se rappela les mots du sergent, presque une vie plus tôt. Vise les points faibles. Le cercle de la tourelle, là où la bête respire. Maître. Jack pressa la détente. Le tir partit. La roquette frappa la base de la tourelle. Cette fois, la réaction fut immédiate. Une explosion d'une violence inouïe secoua tout le quartier. Le char s'immobilisa. Ses trappes s'ouvrirent sous la pression, vomissant des flammes et des morceaux de métal. Jack resta figé, incapable de bouger. Ses jambes cédaient. La neige fondait autour de lui, teintée de suie et de sang. Les flammes dansaient sur la carcasse du Tiger, illuminant les vitres brisées, les ombres tordues. Il tomba à genoux. Le bazooka avait encore gagné. Mais cette victoire avait un goût amer. Le silence retomba sur Cologne. Il n'y avait plus que le crépitement du feu et le sifflement du vent. Jack regarda le ciel gris au-dessus de lui et pensa à Tommy. À tous ceux qui avaient tenu cette arme avant lui. Combien avaient survécu? Combien avaient payé le prix de cette invention? Dans les jours qui suivirent, il continua à se battre. Le bazooka, réparé à la hâte, resta son compagnon jusqu'à la fin de la guerre. Il apprit à le manier comme on apprivoise une bête sauvage avec respect, avec crainte, mais aussi avec une étrange forme d'attachement. Lorsque les combats cessèrent enfin, en mai 1945, Jack se retrouva assis sur les marches d'un bâtiment effondré, son arme à ses côtés. Autour de lui, des colonnes de prisonniers allemands marchaient en silence. Des enfants sortaient timidement de leur cave. Les cloches des églises sonnaient à nouveau, fragiles, hésitantes. Il aurait dû se sentir soulagé. Mais il ne ressentait rien. Le poids du bazooka sur ses genoux lui rappelait tout ce qu'il avait perdu. Tommy. Les autres. Son innocence. Quelques semaines plus tard, avant de rentrer en Amérique, il fut convoqué par un officier britannique. On voulait l'interroger sur l'efficacité de l'arme dans les dernières batailles. Jack répondit calmement, presque mécaniquement, expliquant comment viser, comment tirer, comment survivre. Mais quand l'officier lui demanda ce qu'il pensait du bazooka, il hésita longuement avant de murmurer « C'est une bonne arme. Peut être trop bonne. » De retour dans l'Ohio, la guerre resta collée à lui comme une ombre. Les nuits, il rêvait encore de la neige de Cologne, du bruit sourd du tir, de la flamme qui avalait le Tiger. Dans son garage, il conserva un fragment de tube tordu, le dernier morceau de son bazooka. Il ne l'accrochait pas fièrement. Il le gardait caché, comme un secret qu'on ne veut ni oublier ni se rappeler. Les années passèrent. L'Amérique célébrait la paix, construisait des voitures, des banlieues, des rêves. Jack, lui, continuait à labourer la terre, silencieux. Parfois, des voisins lui demandaient « Tu as vraiment utilisé le bazooka ?» Il souriait faiblement. « Oui, et il m'a utilisé aussi. » Pour lui, le bazooka n'était pas seulement une invention. C'était une leçon, celle que chaque progrès porte son prix,
que chaque innovation, aussi brillante soit-elle, exige un sacrifice. Derrière chaque explosion victorieuse, il y avait un visage, un nom, un ami disparu. À la fin de sa vie, bien des décennies plus tard, Jack retourna en Europe pour la première fois. À Cologne, il marcha dans les rues reconstruites. Là où se dressaient jadis les ruines et la neige, il y avait des cafés, des enfants riants, des voitures modernes. Le monde avait changé, comme si la guerre n'avait jamais existé. Il s'arrêta devant une plaque commémorative dédiée aux soldats des deux camps tombés dans la bataille. En dessous, un musée exposait quelques artefacts de l'époque, un casque allemand, une carte d'état-major et un bazooka, identique à celui qu'il avait porté. Jack s'approcha. Ses doigts effleurèrent le métal froid derrière la vitre. Il murmura « Tu as sauvé ma vie, et tu l'as changée pour toujours. » Recula, laissant derrière lui le fantôme d'une arme, et d'un temps où l'humanité croyait encore qu'innover suffisait pour vaincre la peur. Car le véritable prix de l'innovation, songea-t-il en quittant le musée, n'était pas mesuré en victoire ni en défaite. Il se payait en silence, en souvenirs, en visages qu'on ne reverrait jamais, et dans le vent d'Allemagne, ce jour-là, il crut entendre une dernière fois le rugissement lointain d'un tiger et le sifflement d'un bazooka, l'écho éternel d'une guerre que même le temps ne pouvait tout à fait effacer. Printemps 1962. Sous un ciel de Paris lavé par la pluie, le musée des Invalides s'éveillait lentement. Les couloirs sentaient la pierre froide, le vernis et la poussière des époques passées. Les visiteurs déambulaient à pas feutrés. Leurs voix se perdaient dans les hautes voûtes comme des échos de fantômes oubliés. Au fond d'une salle dédiée à la Seconde Guerre mondiale, un vieil homme se tenait immobile devant une vitrine de verre. Son blouson américain, usé par le temps, portait encore les traces de couture renforcées à la main, le tissu décoloré semblait presque gris. Mais sur la manche, on distinguait encore les restes d'un drapeau effiloché. Ses yeux, fatigués, observaient l'objet exposé devant lui, un long tube de métal peint en vert olive, cabossé, craquelé, dont la peinture s'écaillait comme la mémoire d'un monde disparu. Une petite plaque en laiton indiquait « Bazooka Moon original, capturé près de Caen, juin 1944. L'arme qui transforma la guerre d'infanterie. » Jack Murphy resta silencieux. Il avait vieilli, le dos légèrement voûté, les mains tremblantes. Pourtant, en cet instant, il n'était plus le vieil homme de 70 ans qu'il était devenu, mais le soldat de 22 ans qu'il avait été sur les plages de Normandie. Les sons d'eux, au musée, s'évanouirent. Dans sa tête, il entendait à nouveau le grondement de la mer, les cris des hommes, le sifflement des balles et la respiration rapide de la peur. « Quelle drôle de chose !» murmura-t-il en anglais. « Quelle laideur !» À sa droite, un autre visiteur s'était arrêté. Plus grand, vêtu d'un manteau sombre parfaitement repassé, une écharpe soigneusement nouée. Ses cheveux gris impeccablement coiffés contrastaient avec la cicatrice fine qui barrait sa joue gauche. Il observait la même vitrine, le même objet, avec une expression indéchiffrable, ni nostalgie, ni admiration, mais un mélange de respect et de résignation. « Laide, oui, » répondit-il d'une voix grave, teintée d'un accent allemand, mais terriblement efficace. Jack tourna la tête. Leurs regards se croisèrent. Un long silence s'installa, épais, presque solennel. Ni l'un ni l'autre ne demanda le nom de son interlocuteur. Il n'en avait pas besoin. Il y avait entre eux quelque chose d'évident, un fil invisible tissé par la guerre, par la mémoire partagée d'une époque où la jeunesse se mesurait à la mort. « Vous la connaissiez » demanda finalement Jack, en désignant la vitrine. L'autre esquissa un léger sourire. « Je la connaissais trop bien. J'en ai ri autrefois. C'était à Chartres, à l'automne 43. On nous en avait montré une capturée aux Américains. Je me souviens encore avoir dit que ce n'était qu'un tuyau, un feu d'artifice de gamin. » Jack baissa les yeux, un sourire triste se dessinant sur ses lèvres. Beaucoup ont ri, jusqu'à ce qu'elle explose devant eux. L'Allemand hocha la tête lentement. « Oui. Et quand elle l'a fait, nous avons compris trop tard que la guerre avait changé. » Ils se turent à nouveau. Le silence qui les entourait semblait lourd de non-dit le poids des années, celui des morts.
Entre eux, la vitrine séparait deux mondes, celui des vainqueurs et celui des vaincus. Mais dans ce moment suspendu, il n'y avait ni victoire ni défaite, seulement la reconnaissance mutuelle de deux survivants. « Vous étiez à Caen » demanda Jack. « Non, » répondit l'Allemand. « À Falaise. J'y ai perdu tout mon bataillon. J'étais commandant de char. Panzerdivision. Nous étions persuadés d'être invincibles. Puis, un jour, un garçon avec un bazooka a détruit mon char. Depuis, je n'ai jamais oublié ce bruit. » Jack inspira profondément. « Je crois que ce garçon, ça aurait pu être moi. » L'Allemand tourna légèrement la tête, le regard plongé dans le sien. Il ne répondit pas, mais un léger hochement suffit. L'idée que leur chemin se soit peu, être croisés, même brièvement, sur le champ de bataille, n'avait rien d'impossible. Ils restèrent ainsi, côte à côte, deux vieillards séparés par la langue et réunis par le souvenir. Devant eux, derrière le verre, le bazooka reposait dans son silence de métal. À côté, une photographie jaunie montrait un jeune soldat américain souriant, le tube sur l'épaule, comme s'il ignorait encore que cet instrument deviendrait le symbole d'une ère nouvelle, celle où l'infanterie pouvait abattre l'acier. Jack reprit doucement. « Vous savez, on disait que ce truc donnait du courage à ceux qui n'en avaient plus, parce qu'avec lui, un simple fermier, un gamin de 10 à 9 ans, pouvait arrêter un monstre de 30 tonnes. » L'Allemand esquissa un sourire mélancolique. « Et pour nous, c'était la fin d'un certain monde, l'âge où la supériorité du blindé suffisait à gagner. Vous avez ramené l'équilibre, d'une manière brutale, mais juste. Les mots flottaient entre eux comme une prière muette. Dans les reflets du verre, leurs deux visages se mêlaient à celui de l'arme. Deux ennemis d'hier, deux vieillards d'aujourd'hui, unis par un simple tube de fer. Au-dessus de la vitrine, un panneau indiquait « Le bazooka, symbole de l'ingéniosité face à la puissance ». Jack songea à Tommy, à tous ceux qui n'étaient jamais revenus. Il sentit sa gorge se serrer. Chaque pas qu'il avait fait depuis la guerre, chaque jour passé en silence sur sa ferme de l'Ohio, il les devait à cette arme, à ce mélange d'invention et de peur. « Vous savez, » reprit-il d'une voix rauque, « on dit que la guerre pousse les hommes à créer des choses qu'ils ne devraient jamais inventer. Et pourtant, » répondit l'Allemand, « sans elle, nous ne serions peu, être pas là pour en parler. » Un mince rire, triste et sincère, s'échappa de leurs lèvres. C'était le rire des survivants, celui de ceux qui savent que vivre n'efface pas le passé, mais lui donne simplement un autre visage. Autour d'eux, les visiteurs passaient sans les remarquer. Une classe d'élèves s'arrêta un instant, un guide expliquait la portée de l'arme, ses chiffres, son impact. 120 mm de pénétration, 140 mètres de portée. Des nombres précis, froids, sans âme. Aucun de ces enfants ne pouvait comprendre que derrière ces chiffres se cachaient des cris, des larmes, des odeurs de chair brûlée et de peur pure. Jack détourna le regard. « C'est étrange, dit-il. Quand je l'ai utilisée pour la première fois, je n'ai pas pensé à l'histoire. Je voulais juste survivre. Aujourd'hui, elle est ici, derrière une vitre, comme un souvenir poli. L'histoire a la mémoire courte, répondit l'Allemand. Mais les armes, elles, se souviennent. » Un long silence s'étira. Puis Jack demanda doucement « Vous avez un nom ?» L'Allemand hésita, puis répondit « Franz Keller. Et vous ?»« Jack Murphy. » Ils se serrèrent la main. La poignée était ferme, sincère, dépourvue de rancune. Keller regarda le vieux blouson américain, puis posa la main sur son cœur. « Peu. Être que c'est mieux ainsi. Que nous soyons encore là, pour regarder ce qui reste. » Jack hocha la tête. Oui, pour se souvenir de ce que ça coûtait. Leurs yeux se croisèrent une dernière fois. Puis Keller s'éloigna, lentement, ses pas résonnant sur le marbre. Jack resta seul devant la vitrine. Le silence retomba comme un voile. Derrière le verre, le bazooka demeurait immobile, une arme qui, autrefois, faisait trembler les chars les plus puissants du monde. Maintenant, il n'était plus qu'un artefact, mais un artefact porteur d'une vérité immuable. Qu'un simple tube, entre les mains d'un homme déterminé, peut changer le cours de l'histoire.
Jack leva les yeux vers la lumière qui filtrait à travers la verrière. Les gouttes de pluie ruisselaient sur les vitres, dessinant des lignes tremblantes. Dehors, le printemps parisien était doux, mais dans sa tête, il entendait encore le sifflement de la roquette, le souffle du tir, l'explosion lointaine qui autrefois lui avait sauvé la vie. Et dans ce murmure, il crut percevoir quelque chose d'autre, une voix, un souvenir, peut être celle de Tommy, riant à travers le vacarme du temps. Le poil marche, Murphy. Il sourit, les yeux humides. Puis, lentement, il sortit du musée. Dehors, la pluie tombait avec la même régularité que les années. Sur les pavés, elle formait de petites flaques dans lesquelles se reflétaient les lumières de la ville. Jack leva la tête vers le ciel gris et sentit les gouttes glisser sur son visage. Pour lui, la guerre était finie depuis longtemps. Mais son écho vivait encore dans chaque invention, chaque arme nouvelle, chaque jeune soldat convaincu que le courage pouvait dompter la peur. Il marcha jusqu'au bout de la rue, son pas hésitant mais sûr. Et dans le lointain, le tonnerre gronda faiblement, rappelant le bruit d'une roquette filant dans le vent. Peut être que ce n'était que le hasard. Ou peut être que c'était l'histoire elle-même, murmurant son dernier rappel, que le pute que ce n'était Angers, et rire peut devenir respect, que la peur peut engendrer l'ingéniosité, et qu'un simple tuyau de fer manié par des hommes ordinaires peut changer le destin du monde. Car au fond, pensa Jack, le bazooka n'était pas qu'une arme, c'était une idée, celle qu'un homme seul, armé de courage et d'invention, pouvait tenir tête à un empire de fer. Et tandis qu'il disparaissait dans les rues de Paris, la pluie se fit plus douce, plus lente. Dans le musée, le bazooka reposait toujours, silencieux, mais ceux qui passaient devant pouvaient presque entendre, s'ils tendaient l'oreille, un très léger sifflement, le souffle du passé, le chuchotement d'une époque où un tuyau de fer avait changé à jamais la façon dont les hommes faisaient la guerre. Ensuite, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent à l'écran. Si celle-ci vous a touché, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.